Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Zaïd Mahmoud, je suis interne docteur junior au SAMU 91 et aujourd'hui ma présentation va traiter du choc toxique. Donc je vais commencer par une présentation d'un cas clinique d'une patiente qu'on a prise en charge au SAMU 91. Je vais continuer par une introduction qui va traiter du choc toxique sur l'épidémiologie et les causes, un peu d'histoire aussi. Je vais ensuite présenter les recherches bibliographiques sur le sujet, ça va être essentiellement la prise en charge avec les traitements et on va finir par une conclusion. Donc la présentation du cas clinique, donc ça c'est le volet préhospitalier, donc c'est une dame de 45 ans qui a ni antécédent ni aucun traitement, donc elle appelle le 15 pour une histoire d'altération de l'état général avec un syndrome grippal depuis 48 heures, associé à des symptômes notamment digestifs, donc de douleurs abdominales, de vomissements. Elle est également fébrile. En fait, à l'arrivée de l'ambulance qui devait la ramener aux urgences, elle lui trouve une tachycardie à 200, ce qui motive l'envoi d'une équipe SMUR. Elle est également très douloureuse sur le plan abdominal avec une UVA à 10 sur 10. Donc ça c'était le 15 janvier, à l'arrivée du SMUR. Alors initialement la patiente était normotendue Glasgow 15, le CG finalement c'était une ACFA rapide. Au cours de la prise en charge, la patiente se dégrade sur le plan hémodynamique et neurologique. Et en fait, apparaissent, au début de la prise en charge, il n'y avait pas ces lésions purpuriques, mais au fur et à mesure de la prise en charge, apparaissent ces lésions purpuriques sur l'avant-bras droit. Donc devant la dégradation neurologique et hémodynamique, la patiente est intubée, elle est mise sous vasopresseur et une antibiothérapie par C3J est introduite. Donc elle est transférée en réanimation, et donc en réanimation, il y a les gaz du sang qui montrent une acidose hyperlactique avec des lactates à 9, et surtout une déférence rénale et hépatique. Alors le scanner qui est réalisé n'est pas très contributif, il montre notamment des condensations bibaso pulmonaires. Il y a un épanchement intra-péritonéal mais de faible abondance, et il y a cette dilatation piédique à droite, mais sans obstacle. Donc la prise en charge initiale en réanimation, donc ils mettent une antibiothérapie par claforin amoxicilline en fait dans l'hypothèse d'une méningite devant les troubles de la conscience. Bien sûr la nucléine dans un contexte de choc et la dexamethasone pour la méningite. Ils rajoutent du linezolide devant un ICBU positif à SAMS et la patiente était en période de règles, donc il y a un tampon qui a été retiré. Sur le plan microbiologique, en fait, tous les prélèvements microbiologiques ont été réalisés et étaient négatifs, donc à part cette ECDI. Mais l'APL, il y avait juste une réaction lymphocytaire, mais culture négative. La PCR méningocoque était négative, et notamment les hémocs aussi. Finalement, à J6 de prise en charge, en fait, la recherche de toxine TSST1 est positive, donc il continue une antibiothérapie par proxaciline et linezolide pour une durée totale de 10 jours. Et donc la souche a été envoyée au Centre national de référence de staphylocoque qui est à Lyon. Pour l'instant, on n'a pas encore l'identification exacte de la souche. Comment elle a évolué? Donc la dame a évolué en déférence multiviscérale, elle a fait le SDRA, elle était dialysée, et surtout donc, cette déférence hématologique avec une CIVD qui a entraîné ces lésions d'ischémie de membre distal au niveau des 4 membres. Donc, elle a été quadri-amputée à 1 mois et demi de prise en charge environ. Alors, donc, concernant le choc toxique, donc, la première description de choc toxique, c'était aux États-Unis dans les années 70, donc c'est une population pédiatrique. Il parlait déjà de H. scalatiniforme avec une CIVD, une gangrène des extrémités, et qui a été imputé au staphylocoque aureus qui était présent sur différents prélèvements, notamment nasopharyngés et vaginaux, mais jamais retrouvé dans le sang des patients. Donc sur l'image à gauche, vous voyez en fait le test de la toxine sur du derme de souris, où il y a un clivage un peu profond dans les couches basales du derme, comparé à d'autres toxines qui étaient connues à ce moment-là. Donc les causes du choc toxique, c'est essentiellement dû à des coxygrammes positifs. Alors de manière générale, les coxygrammes positifs sont amputés dans 50% des cas des chocs septiques, pas toxiques, et les 2 toxines qu'on retrouve, on les appelle les toxines super antigéniques, on va voir pourquoi après, c'est des toxines, donc c'est des exotoxines.
Donc, il y en a de deux souches bactériennes, donc les staphylocoques, qui vont produire notamment la toxine TSST1, et les chocs toxiques staphylococciques eux-mêmes vont se différencier en deux entités cliniques, les chocs toxiques non menstruels et les chocs toxiques menstruels. Ensuite, le choc toxique streptococcique, donc avec la SPEA, toxine pyrogène, et la SSA, qui elle va plutôt donner des tableaux de fascites nécrosantes dues à son tropisme dans les tissus. Donc ces deux toxines-là, donc staphylococcique et streptococcique, sont vraiment différentes de la toxine de Ponton-Valentine qui va, elle, plutôt donner des pneumonies nécrosantes et des infections disséminées, même si elle-même peut donner des tableaux de fascites nécrosantes également. Alors, donc pour l'épidémiologie, donc le choc toxique staphylococcique il est mortel dans 3 à 5% des cas. Pour les prévalences, en fait, dans les années 80, il y a eu une augmentation de la prévalence jusqu'à 12 cas par 100 000 habitants. En fait, ils ont imputé une marque de tampon hyper absorbante qui s'appelle Reli, qui une fois qu'elle a été retirée du marché, la prévalence a diminué jusqu'à 1 cas par 100 000 habitants aux États-Unis. Ça, c'est juste une étude qui montre la colonisation vaginale, enfin qui étudie en fait l'évolution de la colonisation vaginale du staphylocoque. Donc entre les années 80 et 2000, on voit que la colonisation augmente, donc de 12 à 23%, même si en fait le pourcentage de souches productrices de toxines n'a pas augmenté, qui reste à 4%. Le choc toxique streptococcique, il est beaucoup plus mortel, à 30%, alors ça peut aller jusqu'à 80% s'il y a une myosite associée, et la prévalence est un peu moindre, à 0,3 cas par 100 000 habitants environ, même si ça peut aller beaucoup plus haut, à 1,5 cas par exemple en Nouvelle-Calédonie. Alors ça, c'était une étude épidémiologique française donc, qui étudie une série de cas de 55 cas de choc toxique. Alors c'était surtout pour différencier le choc toxique menstruel et non menstruel. Ce qui en ressort notamment, c'est la mortalité qui est beaucoup plus élevée dans les chocs toxiques non menstruels, donc à 22%, alors qu'il y a eu 0 cas de mort, aucun mort dans le groupe des chocs toxiques menstruels. Les patients qui ont des chocs toxiques non menstruels sont beaucoup plus comorbides de manière générale, et surtout enfin le staphylocoque a été prélevé dans 50% des cas dans les hémocultures dans les chocs toxiques non menstruels, alors qu'il n'a été retrouvé aucune fois dans les chocs toxiques menstruels. Et alors ils ont trouvé que dans les chocs toxiques menstruels, 90% des femmes avaient un tampon en place lors de l'événement. Alors, donc, pour un peu de physiopathologie, alors, donc, pourquoi on les appelle les chocs, donc les exotoxines, en fait. Donc ça, c'est en haut à droite, donc ça, c'est un antigène normal qui est présenté par la cellule présentatrice d'antigène au lymphocyte T, qui va être internalisé après pour produire les anticorps. Alors que, donc ça, c'est le cas normal. Le cas avec les super antigènes, en fait, ils vont faire la liaison en dehors entre le lymphocyte T, enfin son récepteur, et la cellule présentatrice d'antigène avec le complexe majeur d'histocompatibilité. Il va entraîner ensuite une cascade inflammatoire et une production très importante de cytokines, donc il va y avoir un orage cytokinique, et en fait, vraiment une très petite dose, du genre de picogrammes de ces super antigènes vont entraîner l'activation de jusqu'à 50% des lymphocytes T, alors que de base c'est juste de 0,01%. Alors, les recherches bibliographiques. Donc ça, c'est vraiment l'étude, c'est une revue de littérature de 2009 dans le Lancet, qui parle des critères diagnostiques. Donc, il y en a 6 notamment, donc la fièvre, l'éruption cutanée avec la desquamation au bout de 1 à 2 semaines au niveau des extrémités, l'hypotension. Alors en 5e critère, il y a l'atteinte systémique, donc ça peut être hépatique, rénale, hématologique, etc. Et en 6e position, donc c'est vraiment la négativité de tous les tests microbiologiques. Donc le diagnostic est sûr quand on a les 6 critères. Alors, ils disent que c'est probable quand on en a que 5. Bien sûr, en fait, le diagnostic de certitude il est fait en rétrospectif une fois tous les prélèvements effectués.
Pour le choc toxique streptococcique, donc là pour le coup, il faut isoler le streptocoque de groupe A, soit dans un site normalement stérile, et dans ce cas-là, on a je vois pas en fait. Donc s'il est isolé dans un site stérile, on est sûr du diagnostic. Par contre, s'il est isolé dans un site normalement non stérile, dans ce cas-là, le diagnostic est probable. Et même chose, en deuxième critère, il y a l'hypotension avec atteinte soit rénale, hépatique, pulmonaire ou hématologique. Alors, pour la prise en charge, donc l'antibiothérapie d'abord. Alors, donc, je vais juste détailler sur le SAMS et le streptocoque. Toujours en fait une double antibiothérapie, une antibiothérapie qui est bactéricide et une antibiothérapie à visée antitoxinique. Donc dans le streptocoque, c'est essentiellement la pénicilline G, mais on peut mettre aussi de l'amox dans d'autres papiers, associée à la clindamycine en première intention. En deuxième intention, plutôt macronide avec la clindamycine. Et pour le SAMS, ça sera de la cloxacine avec la céphazolline et toujours en association avec la clindamycine. Voilà, alors donc, de plus en plus, j'ai pas parlé du linezolide, alors j'ai pas vraiment trouvé de papier qui montre en fait l'augmentation des résistances, mais il est dit qu'il y a une augmentation des résistances de la clindamycine en France. Même si en fait le papier de 2012, qui est la dernière revue de Réa sur le sujet, n'en parle pas. Alors, la prise en charge chirurgicale, donc là, j'ai imagé juste avec un case report d'une dame qui a eu un choc toxique dans les suites d'une chirurgie de liposuction. Donc, bien sûr, la prise en charge chirurgicale fait partie c'est un pilier de la prise en charge, notamment le débridement chirurgical dans les fasciques nécrosantes et l'amputation des membres qui sont nécrosés. Alors, donc, juste un mot sur les immunoglobulines. Il n'y a aucune étude bien menée, randomisée, contrôlée sur le sujet. Ça, c'est une étude in vitro où, sur les graphiques à gauche, en fait, il montre in vitro qu'il y a une diminution du taux de toxine quand il y a injection des immunoglobulines. Et en bas, c'est une diminution de la prolifération bactérienne. Ça, c'est une image de microscope. Même chose, c'est des muscles de souris où ils ont injecté des immunoglobulines. À gauche, c'est là où il n'y a pas eu d'injection, donc on voit qu'il n'y a pas d'afflux en fait, de cellules immunitaires. Et en bas, il y a une prolifération bactérienne, alors que quand il y a une injection d'immunoglobulines, en fait, on voit l'afflux des PNN notamment et une moindre prolifération bactérienne. Ça, c'était une autre étude in vitro, alors juste pour montrer que il y a besoin de doses beaucoup plus importantes dans le choc toxique staphylococcique que dans le streptococcique. Donc ça, c'est 3 types d'immunoglobulines différents. Et sur les lignes noires, c'est le choc toxique streptococcique et en blanc, choc toxique staphylococcique. Pour les échanges plasmatiques, même chose, hein, pas d'études bien menées, organisées. In vitro, il montre encore une fois la diminution du taux de toxines, notamment là, je vous ai encadré le PSST1. Déjà, au bout du premier échange plasmatique. Mais même chose, donc il n'y a pas d'études qui montrent une réduction de mortalité. Alors, pour la complication qu'on a eue chez notre patiente, j'ai repris le terme qui est repris dans les études anglaises, gangrène périphérique symétrique. Donc, c'est dû dans 85% des cas par des lésions, à cause d'une CIVD. En fait, c'est la présence de petits thrombis dans de petits vaisseaux, mais il n'y a pas d'atteinte des gros vaisseaux. La prise en charge, donc ça, c'est une revue de littérature sur la prise en charge des gangrènes périphériques symétriques. Alors, ils disent que ça peut aller jusqu'à 40% de mortalité. Bien sûr, c'est une approche disciplinaire, multidisciplinaire avec les chirurgiens, les hématologues et les réanimateurs. Alors, ils ont parlé de 2 types de CIVD.
Une qui est lente, qui va être moins grave, qui va surtout faire des thrombus, des thrombus au niveau pulmonaire, et qui va être moins grave. Alors celle qui nous arrive dans le choc toxique, c'est plutôt une CIVD rapide et sévère, avec plutôt des versants hémorragiques et des versants thrombotiques, qui est beaucoup plus difficile à gérer. Pour le traitement, donc, il parle essentiellement, donc, bien sûr, de l'héparine quand on a un versant thrombotique. Ils disent qu'il n'y a pas d'amélioration de la survie. Par contre, l'héparine peut réduire l'effet, la l'ischémie des membres à petite échelle. Et enfin, bon ça, en fait, je l'ai mis, c'est anecdotique, mais parce que notre patiente, donc, elle est allée se faire amputer dans un centre, et il parlait déjà de greffe de main. Bon, donc ça, c'est une patiente qui a été greffée aux États-Unis parce qu'elle n'a pas été acceptée au centre de greffe en France, qui a beaucoup marché. J'ai vu les images, c'est assez impressionnant. Mais bien sûr, elle s'est fait greffer au bout de 10 ans, après 10 ans de sa prise en charge. En conclusion, donc juste comprendre que le choc toxique menstruel, c'est vraiment une maladie toxinique pure, avec tous les hémocultures, les prélèvements microbiologiques sont négatifs, et le choc toxique menstruel est beaucoup moins mortel que celui du non menstruel, alors que celle menstruelle, elle est dans 50% des cas bactérienne. Sur les immunoglobulines, les échanges plasmatiques, il n'y a pas de réduction de mortalité, il faut en faire des études bien menées, contrôlées, randomisées sur le sujet. Voilà.